20h à Kinshasa, 15h à Washington aux États-Unis. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 28 juin. Enfin, le bout du tunnel pour les populations meurtries de l'Est de la RDC. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères et son homologue rwandais ont apposé les signatures de l'accord de paix. Les jours se comptent donc pour sa mise en œuvre et les réactions fusent de partout, vous le suivrez dans ce journal. Combien sommes-nous? Difficile de le dire. Depuis plus de 40 ans, la population congolaise n'a pas été recensée, mais cette fois-ci, l'engagement du gouvernement est sans faille. Un atelier de présentation de la cartographie pilote a lieu en ce moment à Mbanza-Ngungu. Nous y rendrons dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo avec l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Cet accord vise à mettre fin aux hostilités dans l'Est du pays et qui a fait des millions de morts depuis le bureau ovale en présence de deux ministres des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner de la RDC et son homologue rwandais. Le président américain Donald Trump a salué la volonté de deux pays d'avancer vers la paix. Regardez. La signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a eu lieu dans les bureaux du secrétaire d'État américain Marco Rubio au 7e étage du bâtiment du département d'État. Le premier cercle de Donald Trump s'est mobilisé pour cet événement. Les conseillers principaux du président Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a assuré la modération, tandis que le patron de la diplomatie américaine, Marco Rubio, était assis au milieu de deux représentants de la RDC et du Rwanda. Côte à côte, les deux signataires ont fait leur entrée par une salve d'applaudissements. Dans une atmosphère très détendue, Massad Boulos a expliqué l'essence de cet accord. Pour les États-Unis d'Amérique, il est temps de rétablir la paix en République démocratique du Congo. Chacun des deux ministres s'est brièvement exprimé. Premier à prendre la parole, le ministre rwandais a remercié le président Trump et rappelé toutes les péripéties ayant conduit à cette étape. Son pays attend beaucoup de cet accord de paix, a-t-il dit. Pour sa part, Madame Thérèse Kayikwamba a remercié le président Trump et le président Félix Tshisekedi pour l'aboutissement heureux de cette signature. Nous voulons une paix durable et réelle pour les populations de l'Est, a-t-elle insisté. Elle a salué le leadership du président Tshisekedi et l'accompagnement de l'Union africaine et du Qatar. Le secrétaire d'État américain, lui, a déclaré que le président Trump est un homme de paix. Il tient beaucoup au retour de la paix dans la région des Grands Lacs et particulièrement entre la RDC et le Rwanda. Il veut poursuivre cette entreprise de pacification partout à travers le monde où il n'y a pas de paix. En présence de plusieurs personnalités américaines, des chefs de diplomatie du Qatar et du Togo, les deux ministres congolais et rwandais ont signé l'accord et ont partagé pour la première fois une poignée de main. Chaque pays était accompagné des 4 officiels. La délégation congolaise avait dans ses rangs le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions des finances, André Wameso, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Patrick Loabeya, les hauts représentants du chef de l'État, Sumbu Sita Mambu, et le général-major Augustin Mamba. L'on ne peut pas réduire l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda aux USA à un bradage de nos ressources naturelles, mais l'accord se concentre plutôt sur le retour de la paix, comme l'affirme la ministre d'État en charge des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, à partir des États-Unis. On l'écoute. Alors, s'il y avait eu bradage, s'il s'agissait justement de vendre, comme certains le disent, nos ressources au prix de la paix, je pense que nous aurions commencé avec une séquence tout à fait différente. Nous aurions commencé justement à vendre. Mais ce n'est pas ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce que nous avons signé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons signé un accord de paix dans lequel il n'y a aucune provision sur les questions économiques, sur les questions de minerais stratégiques. Et cet accord est très clair. Il prévoit justement la fondation pour un environnement propice dans lequel on peut aussi envisager un retour, si vous voulez, d'investisseurs, où on peut aussi envisager une économie plus dynamique. Mais nous sommes tous clairs dans notre compréhension du séquençage des choses. Nous ne pouvons pas penser à un contexte économique ou à la signature d'accords économiques sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un retour de l'autorité de l'État, sans pour autant tenir compte de la nécessité d'un contrôle rétabli
de toute notre intégrité territoriale. Et donc, à ceux qui pensent justement que cette paix a été obtenue justement à travers un bradage de nos ressources, je dis non, ce n'est pas le cas. L'accord se concentre sur la paix, il se concentre sur le rétablissement de l'autorité de l'État. Et il se concentre justement sur la création de conditions propices pour une économie dynamique, chose que nous souhaitons évidemment pour nos compatriotes à l'Est et pour tout le reste de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, l'Union sacrée de la Nation a rendu un vibrant hommage au président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée, suite à la signature de cet accord de paix à Washington au peuple congolais, au FRDC et aux patriotes résistants Ouazalendo. André Mbata l'a dit au micro de Robert Ndaïchisesi. L'accord de paix République démocratique du Congo-Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique, le voici. Il a été signé ce vendredi 27 juin 2025 à Washington. Pour célébrer ce moment historique, 29 de 40 membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation ont suivi en direct sur la télévision nationale la signature de cet accord de paix qui vise à mettre fin au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration lue quelques heures après par le secrétaire permanent et porte-parole de l'Union sacrée de la Nation, le Présidium a rendu un vibrant hommage au président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa diplomatie agissante. Cet événement historique est le couronnement de la mobilisation patriotique massive du peuple congolais et de l'action diplomatique vigoureuse conduite par le gouvernement de la République démocratique du Congo sous le leadership clairvoyant et avec l'implication personnelle de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Le Présidium de l'Union sacrée de la Nation espère que la signature de cet accord de paix ouvre la voie au retour définitif de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La signature de cet accord marque une étape importante vers la restauration de la paix dans l'est de la RDC et permet d'espérer une solution durable et définitive de ces conflits provoqués par l'agression du Rwanda avec les renégats du M23 AFC qui lui servent de supplétifs dans les provinces précitées. Tous promettent un soutien sans faille aux garants de la nation et réaffirment leur loyauté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Union sacrée de la Nation félicite les Congolaises et Congolais pour leur patriotisme exemplaire et notre haute autorité politique, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la bravoure, la lucidité politique, les efforts inlassables et la détermination de sauvegarder l'intégrité territoriale, la souveraineté de la RDC, notre beau pays, ainsi que les intérêts vitaux de notre peuple ont permis de faire échec aux velléités de balkanisation de l'État congolais, de déstabilisation de ses institutions démocratiques et de pillage éhonté de ses ressources naturelles. Le 27 juin 2025 restera une date historique gravée dans la mémoire collective comme un tournant vers un avenir pacifique pour l'Est de la République démocratique du Congo. Les réactions ne se font pas attendre après la signature de cet accord à Washington. Modeste Bahati Lukwebo et l'FDCA se rangent derrière le chef de l'État et le félicitent pour sa haute diplomatie. L'autorité morale de la FDCA a en outre apprécié l'accompagnement du chef de l'État par le gouvernement à travers la ministre des Affaires étrangères. Modeste Bahati au micro de Gelor Kimpianga. L'AFDC félicite le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables et sa haute diplomatie en vue de rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. L'AFDC et alliés insistent sur la bonne foi et l'exécution intégrale du dit accord par les partis en vue de mettre définitivement fin aux troubles dans la région des Grands Lacs. L'AFDC allié exprime une fois de plus sa compassion avec les peuples du Nord Kivu et du Sud Kivu meurtris par la guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo suite aux motivations économiques et expansionnistes.
l'AFDC allié présente ses profondes condoléances à l'ensemble du peuple congolais. L'AFDC allié invite tous les Congolais à adhérer à sa campagne d'éveil patriotique dont le lancement a eu lieu le 21 mai 2025 à Lubumbashi et à œuvrer pour la cohésion nationale. L'AFDC allié et son autorité morale se rangent derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de remettre la République démocratique du Congo sur le rail du développement grâce au changement de mentalité, à la lutte contre la corruption et l'impunité et par la bonne gouvernance dans tous les secteurs de la vie nationale. Et la signature de cet accord de paix à Washington, les diplomates chinois et japonais ont réagi. La nouvelle, elle est plus que merveilleuse pour le peuple congolais. Il faut remercier le chef de l'État, le premier diplomate de la République démocratique du Congo. Il a été très bien inspiré dès le départ pour en finir avec cette occupation illégale de notre pays depuis plus de 30 ans en privilégiant la voie diplomatique. Parce que la voie militaire allait nous mener à augmenter le nombre de morts. Et lui n'a pas envie de faire mourir encore des Congolais davantage. Quand on parle de désengagement des forces, c'est plus que le retrait. Parce que le désengagement, c'est et les personnels, et les armes lourdes, et le matériel roulant. Donc tout ce que le Rwanda a amené au Congo doit quitter le Congo. Et il y aura une surveillance. On va créer un comité de surveillance, les deux pays, plus la MONUSCO. Et les pays témoins, comme les États-Unis et le Qatar, sont membres de ce comité-là pour veiller à ce que la paix totale revienne à notre pays. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'accords avant, mais c'est la première fois que les États-Unis d'Amérique patronnent une médiation entre ces deux pays qui sont en guerre, ou alors entre nous, la RDC, et les pays qui nous agressent à tout moment. Ça fait 30 ans. Il faut que cela cesse, parce qu'il faut que les affaires commencent et que les gens vivent en paix. Vous venez bien de corriger avec moi que vous venez de suivre les réactions des ambassadeurs de la RDC qui sont accrédités en Chine et au Japon. Signature de cet accord de paix, l'honorable Norbert Basengezi Kantitima salue cette avancée diplomatique avant d'insister sur l'importance de traduire cet engagement en actes. Regardez. L'idée de cet accord est de promouvoir une paix durable et la stabilité dans la région. C'est donc une victoire diplomatique qui montre que le président Tshisekedi est un adversaire farouche de la guerre, ainsi que les dégâts qui s'en suivent. Et cet accord érige donc le président de la République en acteur éminent de la paix par des voies non violentes. Alors, cet accord a un impact sécuritaire très notable. Par exemple, en ce qui nous concerne, si je ne prends qu'un seul aspect, cet accord, en son point 2, interdit tout brassage collectif des forces rebelles ou armées. L'impact économique se fera sentir dans le cadre de l'intégration économique régionale. Et c'est donc dans les 3 mois, à dater du 27 juin, que ce cadre régional économique devra être signé entre les différentes parties en cause. Alors, après la lecture de tout l'accord, je me suis quand même rendu compte qu'il y a un élément qui me semble important qui manque. C'est la création du tribunal pénal international pour la RDC. Parce que nous devons avouer que les crimes qui ont été commis pendant les 30 dernières années à la suite de ces agressions ne doivent pas rester impunis. Et on a connu le cas en Allemagne où après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé le tribunal pénal de Nuremberg. C'était quoi que l'on assure le développement, quoi que l'on apporte de l'aide, mais les criminels doivent être punis parce que les crimes commis, les atrocités sont imprescriptibles. Je demande au peuple congolais de soutenir l'accord et nous comptons sur la bonne foi de différents acteurs pour le faire appliquer ou pour l'appliquer.
Et vous venez de suivre l'honorable Gary Sakata qui soutient l'accord et qui tient à l'instauration plutôt du tribunal international pour juger les criminels. Il est au micro de Jacques Méjim. La signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali, c'est un exploit diplomatique, vous le savez, mais aussi le résultat de la prière de dédicace du pays à Dieu par le chef de l'État. La plateforme Rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo par le truchement de son coordonnateur a invité les pasteurs à s'impliquer pour la consolidation de la paix durable. Jeannie Chabani. Signé ce vendredi 27 juin 2025 entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais sous les auspices des États-Unis d'Amérique, l'ANC félicite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, le président américain Donald Trump des États-Unis pour leur recherche à freiner de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. L'ANC remercie ensuite notre ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et son homologue du Rwanda qui, en signant cet accord, nous font rêver pour récupérer nos terres, paître nos troupeaux et vaquer à nos activités à l'est du pays. Nous devrions comparer cet accord au jour de la création de la CPG. L'ANC demande la mise en œuvre rapide de tous ces accords et que les délégués du gouvernement et ceux du M23/AFC retournent à Doha pour trouver un autre accord interne pouvant mettre fin à la rébellion et aux groupes armés dans notre pays. Et face aux tensions sociales, la conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo s'élèvent d'une voix d'apaisement et des responsabilités. Ils ont présenté à Kinshasa le rapport issu des récentes consultations nationales. Karen Kankolongo. Le rapport, déjà remis officiellement au président de la République Félix Antoine Tshisekedi, souligne un point d'unanimité, la volonté partagée de renouer le dialogue dans un esprit d'ouverture, de vérité et de compromis. L'intérêt que nous avons tous accordé de consolider la cohésion nationale et de préserver l'intégrité territoriale. Et logiquement, tous ces acteurs ont estimé que l'approche proposée par les églises pouvait mieux contribuer à l'atteinte de ces résultats. Ce fut aussi l'occasion pour le Présidium de lancer un appel à l'intelligentsia congolaise. L'initiative est saluée jusque sur le plan international, non seulement pour l'engagement des églises en faveur de la paix, mais aussi pour l'intégration d'une approche scientifique dans l'analyse des causes profondes de la crise congolaise, parfois même externe au pays. Réveillez-vous, levez-vous et manifestez-vous. Le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble a besoin de vos savoirs, de vos savoir-faire et de vos savoir-être. Vos deux églises, la CENCO et le CC, vous prient d'envoyer vos contributions scientifiques et techniques. En appelant à un dialogue structuré, lucide et national, le rapport du Présidium marque une étape clé dans la dynamique d'un Congo réconcilié. Reste désormais à traduire cette volonté collective en actes concrets où chaque acteur politique, scientifique, religieux ou citoyen trouve sa place dans la construction d'un avenir commun. Et à l'occasion de la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington sous l'égide des États-Unis d'Amérique le vendredi 27 juin 2025, la dynamique agissant et bâtissant regroupement politique membre de l'Union sacrée de la Nation félicite et remercie le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son patriotisme avéré, son courage politique et son implication personnelle dans cette diplomatie agissante et clairvoyante dont il est garant.
Sa détermination à maintenir le cap en dépit des défis multiples à sauvegarder l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, qualité qui ont permis la signature de cet accord historique, souligne que cet accord est un progrès remarquable qui jette le fondement d'une solution définitive et durable à la crise sécuritaire meurtrière qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, lance un appel au peuple congolais à se mobiliser davantage et à soutenir les institutions de la République, demande ainsi à toutes les forces vives de la nation de renforcer dans un élan patriotique. Que Dieu bénisse la RDC et son peuple fête à Kinshasa le 28 juin pour la dynamique agissant et bâtissant l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde. À Osaka, au Japon, la première ministre Julie Suminwa a salué l'engagement de Washington pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo avant de sceller un partenariat stratégique avec une société japonaise spécialisée dans l'exploitation du manganèse dans le Congo central, Chimendondo. Osaka, 28 juin 2025. Sous la supervision de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la RDC a franchi un cap stratégique en signant un accord de joint aventure avec la société japonaise Asia Mineral Limited pour l'exploitation de manganèse dans le Congo central. Baptisé Kivuvu, signifiant espoir. Ces projets miniers visent une production annuelle de 2 millions de tonnes et prévoient la création de 2500 emplois, marquant un partenariat fort entre Kerti Ressources RDC et ML Japon. Nous voici à la fin des travaux du Forum économique voulu et souhaité par le Japon et dont les discussions dans différents panels ont été empreintes de sincérité. Président du Forum d'affaires RDC-Japon à Osaka, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka, accompagnée de quelques membres de son gouvernement, a vanté un partenariat ambitieux et durable avec un Japon qualifié de partenaire fiable. Ce forum est demeuré une tribune unique par sa portée internationale et la qualité des participants, parmi lesquels les décideurs publics, les institutions financières, les investisseurs privés et les porteurs de projets. Il concourt à offrir à la République démocratique du Congo l'opportunité de présenter sa vision, ses priorités et ses ambitions de développement. Le Japon en est un bénéficiaire et reste un partenaire fiable. Le forum a aussi été l'occasion pour la chef du gouvernement de saluer l'engagement du président américain Donald Trump en faveur d'un accord de paix dans l'est du pays. Cet accord, à l'aube de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, marque une nouvelle ère de paix et de développement dans la région des Grands Lacs et en République démocratique du Congo en particulier. Dans la foulée, la première ministre a visité l'Expo universelle Osaka 2025, où le pavillon congolais met en valeur les richesses naturelles et culturelles du pays. Tourbières, patrimoine artistique, musiciens et figures emblématiques comme Papa Wemba et le sculpteur Liolo illustrent les soft power, congolais désormais instruments de diplomatie culturelle et outils d'influence. Et en Ituri, les communautés du territoire de Djougou ont choisi d'instaurer le dialogue permanent pour résoudre pacifiquement leurs différends, une initiative soutenue par la MONUSCO et les autorités locales. Regardez. Les habitants du groupement Boukou, dans la chefferie de Bahema Nord, et ceux du groupement Ladejo, issus de la chefferie de Walendu Piti, ont décidé de reconstruire la paix à travers un dialogue intercommunautaire. Un processus soutenu régulièrement par la section des affaires civiles de la MONUSCO en collaboration avec les autorités locales. Si nous voulons justement la paix, il nous faut se mettre autour d'une même table et à discuter
avec la communauté Lendu et tout comme avec la communauté Ema. Des leaders de ces deux communautés parcourent leurs localités respectives pour sensibiliser à la paix, au vivre ensemble et à la reprise des échanges entre les habitants. Avec l'appui des assistants de liaison communautaire de la mission, ces rencontres sont devenues régulières. Elles visent à identifier les sources de tension et à proposer des solutions durables. Ces efforts portent leurs fruits. Les marchés comme celui de Djouda et Blukwa Mbi, ainsi que des écoles et des centres de santé ont réouvert. Un soulagement pour les populations qui retrouvent leur lieu d'échange et de vie. Nous voulons le développement, nous ne voulons plus de guerre. Nous voulons la paix. Je suis très contente car toutes les communautés se retrouvent ici. Que la circulation soit libre jusqu'à Bunia. Ce processus de réconciliation est appuyé par un dispositif sécuritaire. Les casques bleus mènent régulièrement des patrouilles, parfois conjointement avec les forces nationales. Ce processus de réconciliation est appuyé par un dispositif sécuritaire, les casques bleus. Et à la fonction publique, les travaux sur la mise en œuvre de la nouvelle politique salariale avancent à pas des géants. Le premier draft de ce document a été présenté au vice-premier ministre, Jean-Pierre Liaou, Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moké Maluma. À l'issue d'un travail technique approfondi conduit en commission, les experts chargés de l'élaboration de la nouvelle politique salariale ont présenté ce jeudi 26 juin 2025 le premier draft au vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. À l'occasion, le responsable des ressources humaines de l'État a chaleureusement félicité les experts pour la qualité du travail accompli. Je voudrais vraiment vous dire merci pour ce travail, parce que ce qui compte, c'est plutôt ce que vous faites pour le pays, pour l'avenir. Le fait que vous participiez dans cette œuvre grandiose pour l'avenir non seulement du service public, mais le fonctionnement de l'État en général. En tout cas, merci pour cette disponibilité, merci pour cet engagement, merci pour cette assiduité. En tout cas, le pays vous sera reconnaissant d'une manière ou d'une autre. Cette nouvelle politique salariale vise à instaurer un barème unique garantissant la justice sociale, l'équité et la transparence dans la rémunération des agents et cadres de l'administration publique. Notre travail a consisté à pouvoir mettre en place des nouveaux principes qui va permettre à ce que les agents publics de l'État aient un traitement de base qui sera comme l'élément de base de leur rémunération. Nous avons tenu compte de la situation macroéconomique du pays. Nous avons fait un travail pointu en ce qui concerne la politique salariale, de façon à ce que nous puissions maintenant inverser la tendance, que l'agent public doit miser sur son salaire de base. Par cette initiative, le gouvernement affirme sa détermination à rompre définitivement avec les disparités héritées du passé et à bâtir une administration publique moderne au service du développement en droite ligne avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La RDC remporte une victoire diplomatique majeure en obtenant l'organisation en 2026 de la deuxième édition de l'Association des agences des chefs de file de la sécurité routière. Cette décision a été actée à l'issue de l'Assemblée générale tenue du 26 au 27 juin 2025 à Lusaka, en Zambie. Rodépanda. Succès éclatant pour la République démocratique du Congo à Lusaka, la diplomatie agissante du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, produit des fruits. Les vice-premiers ministres, ministres des Transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, brillamment représenté par le président de la Commission nationale de prévention routière Saint-Père, Bienvenue Mouniasoubi, vient de réaliser une performance exceptionnelle lors de la première assemblée générale de l'Association africaine des agences chefs de file de la sécurité routière. Réunie à Lusaka en Zambie du 26 au 27 juin 2025, cette rencontre est le théâtre d'une victoire écrasante et historique pour la RDC qui a fait carton plein pour son élection lors de cette assemblée générale. La Saint-Père vient de faire élire le pays à la quasi-unanimité avec 21 voix sur 21 votants pour accueillir la deuxième édition de cette méga rencontre pour l'année 2026. Un immense succès qui confirme dès à présent le leadership et l'engagement de la RDC en matière de sécurité routière sur le continent africain.
La province de Haut-Uélé plaide auprès du ministre en charge des infrastructures pour la réhabilitation de ces infrastructures routières. Son gouverneur Jean Bakomito, accompagné du caucus des députés de Haut-Uélé, a échangé avec le ministre Alexis Guissaro et Rudis Kitoutoumodiri. Cette rencontre des caucus des députés de la province de Haut-Uélé et du gouverneur avait un seul objectif: plaider pour la réhabilitation et modernisation des infrastructures routières et aussi faire l'évaluation de certaines infrastructures en cours d'exécution de ce coin du pays. C'est le cas de 3 ponts effondrés les 2 dernières années. S'agissant de l'avancement de travaux de réhabilitation du pont Bomokandi, nous lui avons fait part de ce que les travaux ont été réalisés à 95%. 3 ponts se sont écroulés dans la province du Haut-Uélé, ce qui a entraîné un enclavement total de la province, mais avec les instructions qui avaient été données par le président de la République, le ministre d'État a mis à notre disposition le matériel du pont Bomokandi et nous sommes contents de le dire que ce pont est presque fini. Donc avec l'arrivée de ces pièces, le ministre nous a promis qu'il va les envoyer, donc on va l'ouvrir de nouveau. Mais il y a également les 2 autres ponts, Embo et Zoro, qui nous ont également été donnés, et qu'aujourd'hui, je crois que dans 1 ou 2 semaines, ils vont atteindre la ville de Kisangani. La question sur les financements des autres infrastructures qui nécessitent des travaux de modernisation et réhabilitation sur les routes nationales ont été également évoquées au cours de cette audience. À Maluku, les jeunes étudiants qui vont travailler en tant qu'ingénieurs à l'extension de la nouvelle ville de Kinshasa sont en pleine immersion. Ils ont visité leur lieu de travail avant d'avoir une séance de travail avec les responsables du projet. Regardez. Les participants ont pris part à une séance de travail enrichissante, articulée autour des interventions suivantes: présentation technique, présentation juridique, présentation scientifique, présentation générale du projet. Ces différents échanges ont permis de confronter la théorie à la pratique, renforçant la compréhension des étudiants sur les réalités techniques, juridiques et opérationnelles d'un projet d'aménagement de grande envergure. Les étudiants ont pu visualiser concrètement les notions académiques abordées en classe. Nous sommes là sur le terrain en train de palper déjà du doigt les débuts de ces projets. C'est une raison presque suffisante pour nos autorités déjà de mettre vraiment la main dans la pâte, surtout à soutenir ces projets pour que cela puisse se manifester. Parce qu'avec ces projets, il y aura des expatriés qui vont venir travailler. Alors nous allons bénéficier de ce qu'on appelle les transferts de technologies et c'est quelque chose qui va rester et nous également, nous allons les transmettre pour des générations futures. Les étudiants de la RD Congo et de Kinshasa que nous sommes entièrement capables de réaliser le projet de l'extension de la ville de Kinshasa. La descente à Maluku s'inscrit dans une logique de vulgarisation, de participation citoyenne et de renforcement de capacités. Elle marque une étape importante dans la synergie entre les institutions académiques, les structures stratégiques et les jeunes professionnels. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, les experts de la CENI, de l'ONIP et les directeurs centraux de l'Institut national de la statistique analysent et traitent les résultats de la cartographie pilote. À Mbanzangungu, ils y sont conviés par le bureau central du recensement et les travaux ont été lancés par le directeur général adjoint de l'INES, Jean Mapoil et Dichala. Les hommes, les femmes, les enfants de moins de 5 ans identifiés, les besoins en infrastructure, de santé et d'éducation évalués en plus de l'habitat qui est compté. La cartographie pilote, produite par le Bureau central de recensement de l'Institut national de la statistique, est un réel instrument de développement. Ce n'est donc pas anodin que le gouvernement de la République ait décidé de financer par les ressources propres cette cartographie pilote des milieux urbains par Kasavubu à Kinshasa, périurbains par Bulungu dans le Kwilu et les secteurs de Chikapa pour les milieux ruraux. L'atelier de traitement et d'analyse des données de la cartographie pilote qui s'est ouvert en Mbanzangungu s'offre l'occasion des discussions sur les résultats enregistrés. Les délégués de la CENI, ceux de l'ONIP, les directeurs centraux de l'INS, les techniciens du BCR étofferont pendant 5 jours cette cartographie. Les directeurs généraux adjoints de l'Institut national de la statistique
qui a ouvert l'atelier en présence de l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu, croit en la détermination du gouvernement de la RDC. L'opération qui vient de se terminer, qui est la cartographie pilote, va déclencher toutes les autres opérations qui vont suivre. Et cette opération a été financée par le gouvernement, donc c'est fonds propres du gouvernement. Pour cette année ici, il est prévu déjà des sous nécessaires pour continuer la cartographie générale. Le coordonnateur technique du bureau central de recensement, Henri-Marie Kazadi-Mutombo, qui est confiant des compétences de son service, et ce sera un pari gagné, organiser une cartographie pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. En santé, lutte contre le VIH pédiatrique franchit un nouveau cap en République démocratique du Congo. Une première réunion technique de concertation stratégique s'est tenue ce jeudi au Palais de la Nation. La rencontre a été présidée par le docteur Joël Mundadi, conseiller principal du chef de l'État au Collège Santé et Bien-être Blandino Avingana. Lancée officiellement lors de la 12e conférence des gouverneurs tenue à Kolwezi-Olualaba, l'initiative présidentielle pour l'élimination du VIH pédiatrique à l'horizon 2030 a tenu sa première réunion technique de concertation stratégique au Palais de la Nation. Présidée par le conseiller spécial du chef de l'État au Collège Santé et Bien-être, Dr Joël Mundadi Nsuka, cette rencontre marque le point de départ d'une mobilisation nationale sans précédent, réunissant autour d'une table les représentants des programmes nationaux de santé, les partenaires techniques et financiers, les représentants des agences onusiennes ainsi qu'une commission restreinte nouvellement formée pour cette initiative. Le but poursuivi est de mettre fin à la transmission du VIH de la mère à l'enfant et assurer une prise en charge digne à ceux qui vivent déjà avec le VIH. Cela conformément aux engagements nationaux et internationaux. Pour le conseiller principal du chef de l'État au Collège Santé et Bien-être, Dr Mundadi, cette initiative est un signal fort de l'engagement du chef de l'État en faveur de la santé et de l'avenir de nos enfants. Les participants à cette réunion donnent la portée de l'événement. Nous avons partagé les termes de référence, les objectifs, les stratégies et le rôle du comité de pilotage. On se rend compte que les enfants et les femmes enceintes ont moins accès au diagnostic et à la prise en charge. Pour remédier à cette situation, le président a lancé l'initiative. Cette première rencontre a permis aux participants de jeter les bases d'une stratégie nationale en vue de créer une commission restreinte pour coordonner l'initiative tout en élaborant un cadre de référence global de gestion et de financement. L'approche dialogue communautaire est privilégiée pour une plus grande appropriation du projet INGA 3. Le directeur général de l'ADEPI, Bob Mabiala, qui avait rendez-vous avec le caucus des élus du Congo central pour les détails sur ce projet, au sortir des échanges, les députés nationaux sont rassurés. Edith Chala et Patrick Kachala. Accueillis par le directeur général de l'ADEPI RDC, Bob Mabiala, ses représentants du peuple ont engagé un échange franc et constructif pour des enjeux stratégiques, énergétiques et sociaux du programme de développement de INGA 3. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique d'ouverture et de redevabilité incarnée par la volonté affirmée de l'ADEPI de travailler au service du peuple congolais. Les députés nationaux ont été informés de la mise en avant des outils d'écoute et de planification dont le plan de mobilisation des parties prenantes qui identifie les besoins et aspirations des communautés concernées et le cadre de gestion environnementale et sociale, un instrument de garantie pour le respect des équilibres sociaux et environnementaux. Ces documents distribués récemment dans le Congo central ont permis d'instaurer un dialogue nourri avec les habitants, les chefs coutumiers, les associations locales et les autorités territoriales. C'est un grand projet. C'est un projet vraiment qui peut développer la République démocratique du Congo. Nous avons bien expliqué les choses. C'est vrai que je peux vous dire que moi personnellement et puis notre caucus, nous n'étions pas informés d'un certain nombre de choses, mais là nous sommes bien informés et c'est la pédagogie maintenant qu'on va faire par rapport à l'ADPI et puis la population pour aboutir à quelque chose de très bon. Dans une ambiance de responsabilité partagée, la réunion a également permis de rappeler les ambitions du programme de développement de INGA 3, électrifier la RDC et contribuer à l'intégration énergétique du continent africain tout en assurant des retombées concrètes pour les communautés riveraines. Lambert Mende Malanga lève le voile sur les coulisses du pouvoir à travers un ouvrage autobiographique présenté à l'élite intellectuelle et politique. Ce récit personnel retrace le parcours d'un homme d'État au cœur des grands moments de la vie politique congolaise, entre confidences, réflexions et témoignages inédits. Cédric Enina.
309 pages sur 12 chapitres. Parcours à noter dans les coulisses du pouvoir. Un ouvrage entretien qui donne une version écrite de la riche carrière d'un homme d'État, le député national Lambert Mendo Malanga, dont les co-auteurs est Moïse Moussanganya. Tout est parti de l'émission Parcours du journaliste de Top Congo Thierry Kambundi. Je pense que la redevabilité ne doit pas être simplement un concept creux que nous utilisons dans nos discours au Parlement, dans nos discours d'investiture. Il faut que la redevabilité soit un thème qui fasse partie intégrante du vécu quotidien de chacun et de chacune d'entre nous. Il faut être redevable à l'ensemble de la société qui a besoin d'emmagasiner ces expériences-là pour éviter de prendre de mauvais chemins et prioriser les chemins qui conduisent à l'émergence. L'honorable Lambert Mende Malanga a un parcours qui date des décennies. Alors, lorsque un monsieur vivant, il porte un regard sur son parcours, donc il y a beaucoup de choses que nous devons retenir qui peuvent nous aider, nous, cette classe politique montante et aussi les générations futures. Devant des invités de marque et d'éminents professeurs d'université, les cardinaux, pour reprendre le jargon du modérateur, le professeur Évariste Bochab, Jean-Louis Essambo et Ngonda Ngoy ont porté cet ouvrage, récit d'une vie cristallisée sous forme écrite sous les fonds baptismaux. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Vous êtes sur la RTNC. Restez branchés sur nos programmes. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.